Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'instant été. Aujourd'hui, nous sommes à l'entrée de l'abri Sadi Carnot pour évoquer une période cruciale de l'histoire de Brest, l'occupation et la Seconde Guerre mondiale. L'Office de tourisme organise des visites sur ce thème au cœur de la ville. Nous retrouverons Laurence, la guide, dans un instant. Mais tout de suite, c'est l'actualité présentée par les rédactions de TBO, TB Sud et Le Télégramme. 10 morts, c'est le terrible constat des victimes en 2 roues depuis le 1er juin 2019 sur les routes de Bretagne. Une série noire inquiétante qui rappelle celle de 2017 et ses 12 défunts. Avec les beaux jours, le trafic routier s'intensifie et les 2 roues sortent davantage, ce qui les rend plus vulnérables. Les agents en charge de la sécurité routière appellent à la plus grande vigilance. 21 minutes, c'est la durée moyenne du trajet domicile-travail en Bretagne, contre 29 en Auvergne-Rhône-Alpes ou 36 dans les Hauts-de-France par exemple. Les plus gros flux de travailleurs se concentrent logiquement autour des plus grandes villes, mais le déséquilibre est fort entre Rennes et Nantes où 80 000 personnes se rendent chaque matin et Brest 30 000 seulement. La voiture est utilisée dans 3/4 des cas, mais seulement 1 cas sur 2 à Rennes. 3 plages sont interdites toute la saison à l'est de la baie du Mont-Saint-Michel, à la frontière de la Bretagne, pour cause de pollution des eaux. En cause, les déjections de moutons de présalés et des systèmes d'assainissement insuffisants qui envoient tout en mer depuis 5 ans. Sans action spécifique, les élevages de moules et d'huîtres pourraient être impactés jusque de l'autre côté de la baie. 3e élan de colère pour les campeurs du Goviro à Quiberon. Ils étaient une centaine ce mardi matin devant l'hôtel de ville pour protester contre la fermeture du camping municipal. La mairie prévoit de fermer l'établissement de 2 étoiles pour le transformer en 5 étoiles. Le Minerve, retrouvé lundi au large de Toulon, 51 ans après son naufrage, n'est pas le seul sous-marin à dormir dans les eaux profondes des côtes françaises. On recense une dizaine d'épaves militaires près de la Bretagne, pour la plupart au nord-ouest de Brest, à proximité d'Ouessant. Une seule se situe le long de la côte sud, près de l'île de Groix. Tous sont des Untersea Boots, des sous-marins allemands, qui ont presque tous péri entre 1940 et 1945. Un café-restaurant, objectif 0 déchet, l'idée a germé dans la tête de Thaïs il y a plus de 2 ans. La démarche commence par la conception des lieux. On a fait beaucoup de récupération, notamment du bois, éviter de mettre du placo, mais mettre plutôt une alternative qui est recyclable. La majorité des équipements en cuisine sont d'occasion. Et puis l'aménagement, on est vraiment sur du 100% récup. Côté approvisionnement, plusieurs solutions. Devenir point dépôt de paniers fruits et légumes, être livré à vélo et bien choisir ses fournisseurs. On essaye au maximum de les sensibiliser ou alors ils sont déjà sensibles à la démarche 0 déchet et donc en fait ils nous livrent en vrac, que ce soit les fournisseurs de lait, de fromage, de yaourt ou de produits secs, c'est du vrac. Donc on évite au maximum les emballages aussi avant l'arrivée au restaurant. En cuisine, place au local, à la bio, au fait maison, en misant surtout sur la valorisation des produits. J'essaye au maximum d'utiliser le produit en entier. Si c'est des légumes, je vais essayer d'utiliser la peau, tout ce qu'il y a de possible, les racines. En fait, tout est mangeable. C'est juste qu'il faut savoir le cuisiner. La démarche va jusqu'à des bocaux consignés pour les plats à emporter. Sur place, les détails font mouche à l'occasion d'un premier repas test. Je trouve ça super intéressant de pouvoir se dire qu'on peut aller manger dans un resto sans avoir des pailles offertes pour boire quelque chose. On a des carafes en verre et pas des bouteilles en plastique. Effectivement, le principe 0 déchet, je pense que dans la restauration, il y a beaucoup de progrès à faire. Après, il faut que ce soit bon et qu'il y ait le service évidemment aussi. Voilà, je crois que dans le concept, tout y est. Un bouillon d'idées, un zeste de créativité, le tout arrosé de bon sens et d'engagement. Voici finalement à quoi pourrait ressembler la recette d'un café 0 déchet. Ces images ont fait le tour du monde. Pour célébrer les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune,
Le Planétarium de Bretagne a organisé une journée spéciale et festive, toujours dans une démarche de vulgarisation scientifique. Vous allez voir que cette fusée est une fusée hors norme. 110 mètres de haut, c'est quand même considérable. Par exemple, la fusée de Tintin, elle n'aurait jamais pu aller sur la Lune. Parmi les animations, une conférence rétrospective sur cet événement historique, nourrie de nombreuses archives de la NASA et d'anecdotes surprenantes. Richard Nixon avait souhaité qu'il y ait aussi l'hymne national américain qui soit en même temps à la télévision. Et en fait, la NASA a dit non, on ne peut pas faire ça. Le drapeau, c'est déjà pas mal. Plusieurs femmes ont joué un rôle majeur dans cette conquête astronautique. Margaret Hamilton, c'est elle qui a été responsable du programme. Sans son aide, sans son travail, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se seraient écrasés à la surface de la Lune et ils seraient morts. Si le travail des ingénieurs en informatique et notamment de Margaret Hamilton au Massachusetts Institute of Technology, si ces gens-là n'avaient pas travaillé pour faire de la priorisation des tâches, eh bien en fait Buzz Aldrin et Neil Armstrong se seraient scratchés sur la surface de la Lune. Donc c'est grâce à une femme que les hommes ont réussi à aller sur la Lune. La salle comble est sortie conquise. C'est extrêmement pédagogique. Toutes les phases sont très bien disséquées. Et on comprend de façon parfaite, quel que soit l'âge de la personne. Nous, on est franco-américains, on habite aux États-Unis. Et c'est passionnant de voir cette histoire américaine reprise et racontée en français. Et la vision française de cette époque. C'est vraiment un éclairage intéressant pour nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui devaient se demander... 50 ans plus tard, on se demande comment on a pu réussir à faire ça. C'est ça qui est toujours magique. Et on voit bien que ça fascine toujours les hommes, puisque notamment les États-Unis ont décidé de se relancer dans la course à la Lune. La dernière expédition de l'homme sur la Lune remonte à 1972, avec la mission Apollo 17. Nous nous retrouvons donc dans l'abri Sadi Carnot. Nous sommes plus de 20 mètres sous terre, sous les rues de Brest, en compagnie de Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes guide et vous animez cette visite qui a pour thème le Brest sous l'occupation pendant la guerre. Alors, c'est ça. On dit qu'il ne reste rien de Brest et pourtant il y a plein de choses à découvrir. Exactement, il suffit en fait il faut savoir regarder pour tout découvrir. Donc l'idéal effectivement c'est de suivre une de nos visites guidées, puisque à l'Office de tourisme de Brest, nous proposons plusieurs thèmes de visites guidées. Alors celle d'aujourd'hui effectivement a pour thème vivre et résister sous l'occupation. Donc c'est une visite qui dure environ 2h30. Durant laquelle, en fait, en début de visite, nous avons évoqué les faits de résistance qu'il y a pu y avoir à Brest pendant cette période extrêmement difficile. Et puis, en fin de visite, eh bien, nous sommes venus ici, dans l'abri Sadi Carnot, cet abri qui, malheureusement, est connu par rapport à la catastrophe qui s'y est déroulée. On va en reparler de cette catastrophe, mais l'abri Sadi Carnot, il est le résultat, évidemment, de cet acharnement, ce bombardement incessant, plus de 300 bombardements sur la ville pendant la guerre. Et ici, en 1943, on décide d'abriter la population. Alors, comment on vivait ici et quelles sont les caractéristiques déjà de cet abri? Alors cet abri en fait a été construit entre 1942 et 1943 et c'est la défense passive qui va décider de construire des abris puisque Brest était fortement bombardé depuis déjà 1940 et 1941. En fait cet abri servait à protéger la population mais uniquement le temps d'une alerte aérienne. Donc il ne s'agissait pas de venir y vivre en permanence. On venait juste s'y réfugier. Voilà. Et puis les bombardements se sont intensifiés parce qu'il y avait une très forte concentration d'Allemands ici, il y avait la base sous-marine sur le port de Brest, et donc les gens ont commencé par rester en fait, à finir par vivre ici dans cet abri. Les Alliés vont arriver aux portes de Brest et c'est à ce moment-là qu'un siège va être établi et pour libérer la ville, pour qu'enfin ces soldats allemands donnent leur reddition, eh bien les Alliés vont devoir bombarder sans relâche, voilà, la ville et ce siège va durer 43 jours. Et c'est vraiment pendant ce siège que certains habitants vont venir vivre de façon permanente dans cet abri. Alors les conditions de vie étaient très rudes. Et alors, cet abri, on est pratiquement à la séparation. De l'autre côté, il y avait des Allemands. Des Allemands avec leur matériel, avec leurs munitions. C'est ça. Donc des Allemands qui se réfugiaient également, hein, puisqu'ils étaient également la cible des bombes des Alliés. Laurence, qu'est-ce qui se passe dans la nuit du 8 au 9 septembre 1944 ? Alors on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait des caisses de munitions qui étaient entreposées donc, à l'entrée basse de l'abri Sadi Carnot et qu'à proximité, il y avait des bidons de carburant.
carburant. Et de violentes et terribles explosions donc, ont éclaté dans ces nuits-là à 2h30 du matin. Ces explosions ont eu lieu et ont transformé l'abri Sadi Carnot en une sorte de grand canon, et tout a embrasé avec des flammes qui sortaient de chaque côté de l'abri. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont mortes dans cet incendie, dans ces explosions, des civils bien sûr, les militaires aussi allemands. Oui, tout à fait. Alors du côté militaire allemand, en fait, la partie allemande, il n'y a pas eu de recherche. On pense qu'il y a dû y avoir entre 80 et 100 victimes du côté allemand. Par contre, du côté français, on a fait des recherches, on a essayé d'identifier les victimes. Alors on n'a pas pu obtenir un nombre précis du nombre de victimes, mais on estime qu'il y a dû y avoir environ 400 civils français qui sont morts donc, dans cet abri, dans cette nuit du 8 au 9 septembre 1944. Ce qui fait de ce lieu aussi un lieu de mémoire, c'est un lieu de mémoire, de recueillement voilà. aussi. Le lieu s'y prête aussi, tout à fait. Avec ça. C'est véritablement un lieu de mémoire. C'est vraiment un lieu pour se souvenir de ce qui s'est passé. Et c'est également un lieu de transmission de messages de paix. Et c'est ce qu'a souhaité d'ailleurs l'Université européenne de la paix, donc en participant amplement à ce projet, parce que bon, malheureusement, quand il y a des guerres, ce sont surtout les populations civiles qui souffrent. Bien sûr, merci beaucoup Laurence de nous avoir justement expliqué un petit peu l'histoire de ce lieu. Alors ce lieu, il n'est pas ouvert tout le temps, donc il faut profiter des visites organisées par vous-même, par l'Office de tourisme, pour pouvoir bénéficier aussi des explications qui sont évidemment très intéressantes pour mieux comprendre l'histoire de ce lieu. On se retrouve demain pour un nouvel Instant été. Je vous souhaite une très bonne soirée. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.